devant le problème que pose la maladie diabétique et l'insuffisance rénale chronique pour le cardiologue, je suis aussi allé chercher les études de registre qui ont été publiées en même temps que la CC 2021. La première question qu'on se pose, c'est l'insuffisance rénale chronique. Est-ce que c'est une affaire de cardiologue? Et quand on voit ici, sur ces 20 dernières années, les données américaines, on voit que la première cause d'insuffisance rénale chronique, c'est le diabète. La deuxième cause, c'est l'hypertension artérielle. Et les causes organiques rénales propres viennent loin derrière. Donc oui, c'est une affaire de cardiologue. Quand on regarde les grands registres d'insuffisance cardiaque, on voit que la première comorbidité qui survient, c'est le diabète, entre 44% et 33%, surtout quand on regarde les cohortes comme ADHERE et Optimize, et pas très loin derrière, on a l'insuffisance rénale chronique qui concernerait jusqu'à un patient sur 3 insuffisant cardiaque. Donc c'est un problème de cardiologue en effet. La première étude de registre que je vais vous présenter, c'est une étude qui a été faite par Duke, qui a utilisé le registre américain national Get With The Guidelines. C'est un registre exhaustif national tenu par NCDR qui a pour objectif d'évaluer les pratiques, que ce soit dans l'infarctus, dans l'angioplastie. Ici, c'est dans l'insuffisance cardiaque. Et ils ont souhaité classifier les patients en fonction de l'atteinte rénale qu'ils ont au moment de l'hospitalisation et de regarder l'association avec le pronostic. Pour cela, ils ont screené 500 000 patients et ils ont inclus 157 000 patients de 407 sites, donc c'est quand même plutôt exhaustif. Et ce qu'on regarde en premier, c'est qu'entre 2014 et 2019, la distribution de la maladie rénale chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et hospitalisés pour de l'insuffisance cardiaque n'avait pas changé. Nous n'avons pas fait de progrès à ce sujet. 70% de ces patients ont un DFG inférieur à 60 et 20% ont une franche altération de la fonction rénale avec un DFG inférieur à 30. Et ces données sont consistantes année après année. Et tout de suite, ça commence à nous poser un petit peu la problématique de nécessité de cibles thérapeutiques spécifiques à ces patients. Quand on regarde la mortalité, si je vous dis insuffisant cardiaque, le principal facteur pronostic, c'est la FEVG, mais peu de personnes vont répondre à l'atteinte rénale. Et pourtant, quand on regarde ce graphique, on voit la contribution au moins aussi importante du DFG au moment de l'hospitalisation. Et cela, quelle que soit la FEVG à l'admission. Enfin, donc je vous présente ici à nouveau par classe de FEVG l'effet d'avoir une maladie rénale et de la sévérité de la maladie rénale associée à la mortalité intra-hospitalière. On voit qu'on a une interaction, une réelle contribution d'avoir un DFG inférieur à 30 ou entre 30 et 45, quelle que soit la FEVG d'admission. Ça, c'est un réel problème, d'autant plus que ce que nous montre ce graphique, c'est que plus ces patients sont malades, plus leur fonction rénale est altérée, moins on arrive à leur mettre les bons traitements, notamment les traitements qui réduisent la mortalité. Et c'est particulièrement frappant quand on regarde les inhibiteurs des minéralocorticoïdes, l'Entresto et même les IEC. Vous voyez sur la première colonne, à partir d'un DFG inférieur à 45, on n'a plus que 45% de prescription d'IEC. Donc, cette étude de Duke, de registre, a le mérite de poser le problème de ces patients qui sembleraient ont un besoin d'être cible d'essais cliniques particuliers. Autre étude de registre qui a un peu fait parler d'elle, c'est l'étude de la UK Biobank. UK Biobank, c'est un projet donc anglais, 1,5 million de patients inclus entre 40 et 69 ans. Ils ont été inclus, voilà, des patients consécutifs avec leurs comorbidités qui sont suivis sur le long terme. Et le projet de cette étude était d'évaluer l'association entre l'exposition à des glycémies élevées, reflétées par l'hémoglobine glyquée, et la survenue d'une insuffisance rénale chronique et d'une insuffisance cardiaque. Un petit mot donc sur cette étude de UK Biobank, c'est une étude de cohorte longitudinale, translationnelle, avec des études, voilà, des prélèvements génétiques, de l'imagerie, donc c'est un énorme projet qui a donné fruit à plus de 500 publications pour le moment. En ce qui concerne l'étude qui nous intéresse actuellement, on voit qu'il y avait 12 000 patients avec un diabète de type 2, 46 000 patients avec un prédiabète, qui était défini par une hémoglobine glyquée entre 5,6% et 6,5%. Donc c'est des patients, voilà, 5,6%, 5,7%, 5,8%. Généralement, on dit que tout va bien. Enfin, en tout cas, on ne s'alarme pas trop. Et des patients normoglycémiques, 270 000 patients. Et lorsqu'on regarde le taux de survenue d'insuffisance rénale chronique
Chez les patients diabétiques de type 2, on n'est pas très surpris. Chez les patients prédiabétiques, on est quand même un petit peu surpris, avec un risque qui suit quasiment celui du diabétique de type 2. Quand on regarde la survenue d'insuffisance cardiaque, on voit que les patients atteints d'un prédiabète ont un risque quasiment aussi élevé que ceux atteints d'un diabète de type 2. Et donc on a là cette contribution diabète, insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque qui est parfaitement illustrée. Et j'insiste à nouveau, ces patients définis comme prédiabétiques avaient une hémoglobine glyquée entre 5,6 et 6,5%, ce qui change un peu notre perspective du risque en consultation. Quelles sont les nouvelles thérapeutiques pour ces patients? Le patient insuffisant rénal chronique et diabétique de type 2, il commence à être un peu le chouchou, un peu la star des essais cliniques. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il n'est pas très bien soigné, il n'était pas très intéressant jusqu'à maintenant. Et puis à l'ESC, on a les glyphosines, notamment l'empagliflozine, qui s'est consacrée à ce patient et qui a montré que non seulement on diminuait la mortalité, mais on diminuait aussi la dégradation de la fonction rénale au cours du temps. La dapagliflozine avec DAPA-CKD qui a aussi été présentée à l'ESC en 2020 sur 4000 patients a montré des résultats consistants avec une baisse de la réduction de la fonction rénale au cours du temps, un effet néphroprotecteur et en plus une diminution chez ces patients atteints d'une maladie rénale chronique des événements cardiovasculaires. Ce dont je vais vous parler maintenant, ce n'est pas d'une nouvelle classe thérapeutique, c'est d'une nouvelle molécule d'une classe thérapeutique qu'on connaît bien, qui est la finérénone. C'est un nouveau médicament de l'insuffisance cardiaque et qui pourrait trouver sa place dans le traitement d'insuffisance rénale chronique diabétique. C'est un antagoniste non stéroïdien des récepteurs des minéralocorticoïdes, comme les spironolactone et les prénolones. Il a une affinité pour le récepteur minéralocorticoïde qui est supérieure à celle de la spironolactone sur les études de phase 1 et 2. Il a une fixation plus stable que les plénéronones et il présente l'avantage de faire moins d'hyperkaliémie et moins d'insuffisance rénale aiguë. L'hypothèse physiopathologique de ces actions sont une lutte contre le remodelage, une lutte contre l'hypertrophie glomérulaire, une néphroprotection, un recul de la dysfonction endothéliale. Cette finéronone, elle avait commencé à faire ses preuves en 2018 dans l'étude ARTS-HF. C'est une étude de phase B où 1066 patients avec une insuffisance cardiaque chronique à FEVG réduite et diabétique ou insuffisant rénal chronique, donc voilà, on commençait un peu à cibler ces patients, étaient randomisés entre éplérénone ou finérénone avec 5 doses de finérénone possibles, et on voyait sur le graphique une diminution de la mortalité croissante avec les doses de finérénone, notamment la dose 10 à 20 mg. Et on avait aussi noté moins d'hyperkaliémie. Donc déjà, on avait un peu jeté la lumière sur ce patient insuffisant cardiaque, diabétique ou insuffisant rénal chronique. Ce qu'a fait Fidelio DKD, une étude du New England publiée en octobre 2020, c'est de s'intéresser aux patients uniquement diabétiques de type 2 et insuffisant rénal chronique. C'est-à-dire que là, cette molécule dont la famille est connue dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, est cette fois-ci utilisée chez des patients qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque, qui sont uniquement diabétiques de type 2 et insuffisant rénal chronique. Vous voyez, c'était même un critère d'exclusion, le fait d'avoir une FEVG réduite avec une classe NYHA 2 à 4. Donc là, c'est j'ai un DFG entre 25 et 75, je suis diabétique de type 2, je suis déjà traité à dose maximale d'IEC ou d'ARA2, et par ailleurs, je peux avoir voilà, une albuminurie modérée. Ces patients étaient randomisés entre finérénone et placebo dans Fidelio DKD. Vous voyez ici, voilà, en moyenne, c'était 7,7% d'hémoglobine glyquée, une moyenne d'âge de 65 ans, quand même plutôt très malade sur le plan rénal, puisqu'on avait 50% de ces patients qui avaient un DFG entre 25 et 45, voilà, des vrais insuffisants rénaux. Et ce qu'on nous avait montré dans Fidelio DKD, c'est que la finérénone réduisait la progression d'insuffisance rénale chronique et le taux d'événement cardiovasculaire de 20% chez 5700 patients insuffisants rénaux chroniques et diabétiques de type 2. Donc on avait une réelle étude positive. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté maintenant au congrès de l'ACC, les investigateurs? C'est l'effet sur la fibrillation atriale. Ils ont préspécifié cette étude, elle était décrite dans le protocole. Ils ont décrit l'AFA comme la survenue donc voilà, de fibrillation atriale sur un électro, sur une étude électrophysiologique ou lors d'une épreuve d'effort. Et
ce qu'ils ont constaté chez les patients qui n'avaient pas d'EFA à l'inclusion dans Fidelio CKD, c'est que la finérénone pourrait avoir un effet protecteur avec une diminution de 30% du risque d'EFA de novo chez le patient diabétique de type 2 et insuffisant rénal chronique. Cette diminution de l'AFA, elle était consistante dans les différents sous-groupes, quelle que soit l'atteinte rénale, quel que soit le taux de diabète et quel que soit l'âge. Les potentiels mécanismes évoqués, c'est l'atténuation du remodelage atrial, qui est bien connu dans l'insuffisance rénale chronique et dans le diabète de type 2, la diminution aussi du remodelage ventriculaire chez ces patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Alors, que retenir de l'ACC 2021 chez les patients diabétiques et insuffisants rénaux chroniques? On a une absence d'amélioration chez ces patients lors des 10 dernières années. Il y a une forte prévalence du diabète et de l'insuffisance rénale chronique chez ces patients, ce qui les rend très complexes à traiter et ce qui rend difficile l'implémentation des traitements cardiovasculaires recommandés. Au-dessus d'une hémoglobine glyquée à 5,6%, le risque rénal et cardiovasculaire augmente, notamment le risque d'insuffisance cardiaque, donc, ce qui fait shifter un petit peu notre manière de voir les choses. Les patients insuffisants rénaux et diabétiques font l'objet de plus en plus d'essais cliniques avec des critères de jugement rénaux et cardiovasculaires. Et la finérénone est un nouvel agent thérapeutique d'une famille bien connue avec un potentiel effet sur l'AFA. Je vous remercie pour votre attention. Je pense, ce que disent les experts depuis, c'est vrai que c'est une question récurrente en réalité depuis les résultats des études très positifs sur les glyphosines, c'est dans quel ordre mettre les médicaments. Alors certains disent qu'il faut mettre autant que possible, semaine après semaine, titrer. Ce que je pense, c'est qu'en réalité maintenant, on a un spectre de médicaments suffisamment varié pour adapter aux patients ce qu'on a envie de mettre, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Entresto par exemple est très hypotenseur, les glyphosines sont bien tolérées, en même temps on a une réduction de mortalité avec les deux drogues, donc il faut s'adapter aux patients et voir ce qu'ils tolèrent et essayer d'en mettre le maximum possible, le temps de trouver d'avoir plus de résultats de recherche et plus d'essais cliniques qui vont justement tester ces différentes stratégies. Je pense que ça va finir par arriver où on va tester la tolérance de ces traitements et la facilité d'implémentation en clinique en vie réelle. Fidelio, c'est pas une étude d'insuffisance cardiaque. Oui, hein. c'est pas une étude. Et s'il y a des docteurs qui sont drôlement contents de voir arriver ce médicament, c'est les docteurs qui justement n'ont pas de médicament. C'est pas les cardiologues, c'est pas les endocrinologues, c'est les néphrologues. Les néphrologues à qui ont quasiment aucun médicament disponible parce que rien marche pas, là ils tiennent quelque chose. Et je pense qu'ils sont très contents d'avoir ces résultats parce qu'ils sont impressionnants. Exactement, donc on a un ralentissement de la dégradation de la fonction rénale, probablement un effet sur la fibrillation atriale, donc c'est des choses qui sont intéressantes. Il n'y a jamais eu d'études qui sont passées, là, pas d'Acton et FA, ça n'a jamais été fait. Alors, il semblerait qu'il y ait, donc si, il y a eu, en réalité, il y a une sous-étude de Top 4 sur les spironolactones. Cette sous-étude est négative sur l'AFA, pas d'effet, l'aldactone sur l'AFA. Par contre, il y a Emphasis HF, qui teste les prénolones, qui a montré qu'il y avait une réduction des taux de FA de novo du même acabit, entre 20 et 30%. Voilà. Deux sous-études qui vont dans le même sens, peut-être une méta-analyse. C'est quand même des médicaments incroyables quand on regarde les résultats maintenant qui s'accumulent, hein, que ce soit dans le domaine de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale. On a quand même beaucoup de raisons de les utiliser largement. Hein. Ce qu'on constate, c'est quand même que c'est les cardiologues qui mettent en avant quand même, développent les essais cliniques pour ces patients-là, comme on l'a vu avec les glyphosines. Oui, mais regarde, l'hypertension résistante, maintenant, elle se définit quasiment par rapport à cette classe. Hein. Oui. Est-ce que vous avez un médicament de la classe avant qu'on parle d'hypertension résistante?